Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un endroit absolument extraordinaire. Il existe parfois des lieux qui semblent appartenir davantage à la mémoire qu'à la géographie. Des lieux où l'on a l'impression que les pierres ont enregistré quelque chose, que les parois se souviennent. Des endroits qui résistent au temps et qui continuent, malgré le silence, à raconter une histoire. Des lieux qui semblent avoir gardé en eux une part d'âme, comme si le passage des hommes n'avait jamais complètement disparu, comme si le paysage lui-même était devenu mémoire. Certaines personnes traversent un paysage sans rien voir, d'autres sentent immédiatement qu'un lieu conserve encore quelque chose, une présence, une résonance, une densité presque invisible. Rainer Maria Rilke parlait du Weltinnenraum, ce monde intérieur du monde, où les choses ne sont plus seulement des objets, mais deviennent des réceptacles d'une vie intérieure. Henri Corbin parlait, lui, du Mundus Imaginalis, ce territoire étrange, où l'imaginaire cesse d'être une invention pour devenir une manière d'accéder au réel. Je vous renvoie à l'incroyable exposé de Rémi Soulier lors de l'un des plus merveilleux cafés des artistes. C'est d'ailleurs l'un de mes préférés. Je crois profondément que certains lieux ne se contentent pas d'être vus, ils nous regardent en retour. Ils ne sont pas seulement des décors, ils deviennent le miroir de notre intériorité. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans l'un d'eux. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un apocadrive. J'avais besoin de me taire un peu, de décompter et surtout d'intégrer. Large sujet. Bref, mais promis, aujourd'hui du rêve. Une de ces histoires qui semblent appartenir à une vieille France rurale, où le christianisme, les survivances païennes, l'art brut, la solitude et les mythes continuaient à vivre ensemble sans vraiment se contredire. Une histoire qui, à mes yeux, ressemble davantage à un conte initiatique qu'à un simple fait divers. Alors avant de commencer, je voudrais parler de quelque chose qui va peut-être surprendre certains d'entre vous. Et vous connaissez ma position. Je passe mon temps à défendre le dessin, les objets, les œuvres qui portent encore la trace d'une main humaine. Je critique régulièrement l'invasion des intelligences artificielles lorsqu'elles remplacent le travail patient des artistes ou lorsqu'elles fabriquent ces images sans âme qui envahissent aujourd'hui Internet. Par exemple, je suis sidéré qu'en 2026, certains youtubeurs comme Balade Mentale, que j'apprécie, peuvent nous pondre des trucs comme ça. En 2026, et c'est sorti ce printemps, il n'y a même pas 2 mois là. C'est laid, mais c'est tellement laid. Bon, et je continue de le penser. Et pourtant, il existe parfois des paradoxes magnifiques. L'un d'entre eux me poursuit depuis longtemps. Baudelaire détestait la photographie lorsqu'elle prétendait remplacer l'art. Mais dans une lettre bouleversante adressée à sa mère, il écrit qu'il aimerait bien posséder son portrait photographique. Pas n'importe quel portrait. Il écrit cette phrase magnifique. « Je voudrais un portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin. » Je trouve cette phrase puissante, parce qu'elle ne parle pas seulement de photographie, elle parle de toutes les techniques. Ce n'est jamais la technique qui fait l'œuvre, c'est le sensible qui l'habite. Baudelaire ne demandait pas une photographie plus fidèle, il demandait une photographie capable de retrouver la poésie du dessin, quelque chose qui échappe au simple relevé mécanique du réel. Et c'est exactement ce paradoxe que j'ai ressenti il y a quelques mois. Un ami, papa, d'une petite fille, à qui je donnais des cours d'ailleurs de dessin, a fait pour elle des montages de Neuchâtel avec des vieilles cartes postales. Donc il a animé des vieilles cartes postales pour lui montrer un petit peu comment c'était à l'époque. Neuchâtel avant. Et à peine quelques mouvements, à peine une respiration, et pourtant, j'ai eu des frissons. Comme si le temps lui-même avait recommencé à circuler. J'avoue, ça m'a vraiment fait quelque chose. Alors aujourd'hui, je
vais tenter quelque chose que je n'aurais probablement jamais imaginé à faire il y a seulement quelques années, voire quelques mois. Les archives sur l'histoire que je vais vous raconter sont quasiment inexistantes. Aucune vidéo YouTube ou alors quelques trucs dignes de diaporama PowerPoint de boomer avec moins de 100 vues et des commentaires tout autant boomerland compatibles. Donc il n'y a rien sur ce que je vais vous montrer. Il y a un truc de théâtre digne des plus belles performances subventionnées. Enfin, c'est peut-être pas mal, j'ai pas pu le regarder, c'était malaisant pour moi. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a que quelques cartes postales, donc quelques photographies, des articles oubliés dans des journaux et 2-3 trucs sur internet bien cringe et sclérosés. Rien d'autre. Alors je vais essayer quelque chose. Non pas pour inventer cette histoire, encore moins pour remplacer les archives, mais pour les servir. En paléontologie, lorsqu'on découvre un fossile incomplet, on complète parfois les parties manquantes avec du plâtre. Le plâtre n'est pas le fossile, il n'en prend jamais la place. Il permet simplement à notre regard de retrouver l'unité d'une créature disparue. Le véritable fossile ici, ce sont ces vieilles cartes postales. Les véritables os de cette histoire, ce sont les rares archives qui nous sont parvenues. L'intelligence artificielle n'est que le plâtre. Elle ne prétend pas être la vérité. Elle tente simplement de rendre visible ce que notre imagination devinait déjà. Et j'espère sincèrement que vous accueillerez cette tentative avec bienveillance, parce que je ne cherche pas ici à célébrer une technologie, je cherche seulement à transmettre une histoire, à lui donner le temps d'un épisode, un souffle. Alors, entrons maintenant dans les grottes du Père Leleu. Vous allez voir, la réalité est un acte encore plus étrange que la légende. Il s'appelait Pierre-François Leleu, né à Paris en 1836. Un enfant de la ville, un homme du siècle des révolutions, des révoltes, des ruines et des promesses. Il traverse la commune, il connaît la prison, le travail dur, les marges de la société. Et puis un jour, il quitte la ville, comme si le bruit du monde devenait trop fort. Il vient ici, à Saint-Moré, dans la Pierre. Il choisit une grotte, pas une maison, pas un village, une cavité dans la falaise. Il l'appelle simplement la maison. Il joue de la musique, de la vielle. Il vend des cartes postales à son effigie. Il accueille des voyageurs. Il devient une attraction vivante. Une sorte de sculpture humaine, coincée entre le folklore, le sacré et le tourisme. Certains l'appellent le gardien des grottes, d'autres un fou, d'autres encore un sage. Il vit là des années, dans le froid, dans la chaleur, dans l'humidité de la roche. Un corps humain greffé à la falaise. On raconte qu'il connaissait les vipères, les oiseaux, les chemins invisibles dans la forêt, comme si la nature l'avait adopté. Art brut, mystique brut, une vie devenue forme. Il faisait des alcools, des eaux de vie avec des vipères qu'il lui-même avait attrapées dans sa falaise. Il servait cette boisson un peu magique comme un vieux Merlin. Il chantait, il racontait des histoires. Il avait inventé tout un univers autour de sa personne. Un peu une folie mégalomaniaque. On sent un peu un chameau comme ça de la falaise de Saint-Moré. En janvier 1913, Leleu boit un verre avec un homme. On parle d'un forain, un lutteur, un homme de passage, un homme qui disparaît ensuite de l'histoire. Le lendemain, on retrouve Leleu mort dans sa grotte, au pied de sa falaise. Effectivement, beaucoup de choses ont tourné autour. Parce que voilà, il y avait comme par hasard à ce moment-là des gitans et des forains qui étaient passés. On sait qu'ils étaient aussi allés de manière curieuse voir ce père Leleu. Et certainement qu'ils ont passé un bon moment et que les langues ont fourché et que peut-être qu'il y a eu quelque chose. Voilà.
Voilà, il y a eu quelque chose. Plus que quelque chose, il y a eu... voilà. Chute, malaise, coup, crime. Les versions se contredisent. Les témoignages se brouillent. La légende commence là où le rapport de police s'arrête. Le père Leleu cesse d'être un homme. Il devient une histoire. Aujourd'hui, la grotte est vide. Mais la roche se souvient. Des pas, des rires, de la musique et du dernier verre posé sur cette table en pierre. On peut recréer des visages, des scènes, des souvenirs qui n'ont jamais été filmés. Mais la vraie magie est là, dans le fait qu'un homme un jour a décidé de vivre dans une grotte et qu'un siècle plus tard, on en parle encore. Comme quoi, même les villes les plus petites peuvent devenir des mythes. Et puis les amis, cette histoire m'a autant touché, ce n'est pas seulement parce qu'elle leur raconte la vie d'un ermite, c'est parce qu'elle nous parle d'un symbole qui semble traverser toute l'histoire de l'humanité. Les vipères, le serpent. Dans cette grotte, il est partout, dans les bouteilles du père Leleu, dans les récits des visiteurs, dans les peurs des villageois, et jusque dans les rares archives qui nous sont parvenues. On pourrait croire qu'il s'agit d'une légende, ou... Je ne le crois pas. Le serpent est sans doute l'un des plus vieux compagnons spirituels de l'humanité. Il est dans les premières grottes ornées, chez les Grecs, les dieux de la médecine. Dans les traditions celtiques, il disparaît sous terre avant de réapparaître au printemps. Dans les traditions hindoues, il devient la Kundalini, cette énergie endormie qui attend son réveil. Et je ne vous recite pas la Genèse, le serpent n'est pas celui qui fait tomber. Il est celui qui pousse l'homme à quitter l'innocence pour rentrer dans la connaissance. Comme si toute connaissance véritable impliquait toujours une perte et une naissance. Le père Leleu vivait entouré de vipères. Est-ce qu'il les collectionnait simplement pour impressionner les visiteurs ? Peut-être. Ou peut-être avait-il compris intuitivement ce que tous les vieux symboles racontent depuis des millénaires. Le serpent est l'animal qui mue. Il abandonne sa peau, il disparaît, puis il renaît. Et au fond, n'est-ce pas exactement ce que fait aussi la mémoire ? Elle perd, elle oublie, elle conserve quelques fragments, puis elle recompose. Comme cette vieille grotte, comme les cartes postales, comme cette histoire, comme nous. Finalement, cette vidéo ne parle peut-être pas du père Leleu. Elle parle de cette étrange capacité qu'ont certains lieux à continuer de faire rêver les hommes, longtemps après leur disparition. Et si la mysticosphère existe, c'est peut-être simplement pour cela. Continuer ensemble à écouter les pierres. Parce qu'il arrive que les pierres parlent encore. Il faut simplement accepter de marcher assez lentement pour les entendre. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Et à la tienne le père Leleu.